tempête de grêle d'une dizaine de minutes seulement, mais d'une puissance phénoménale. À mesure que l'on s'approche de Vanxin, la chaussée se tapisse de feuilles broyées par la grêle. Protégée à l'intérieur de sa maison, Jocelyne a pourtant eu la frayeur de sa vie. C'est des plantes qui sont assez solides, mais là, ça a dû être d'une violence très importante pour avoir des dégâts comme ça. Les bois sont complètement HS, c'est tout à refaire. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura les matériaux nécessaires pour le faire et comment ça va se passer. Cellule de crise à la mairie de Ribérac ce matin. L'occasion d'évoquer les difficultés des entreprises touchées par les intempéries et de réaffirmer le soutien de l'État. Lundi soir, en l'espace d'une demi-heure, plus d'une centaine d'agriculteurs ont beaucoup, voire tout perdu. Ce sont les céréaliers qui, les premiers, esquissent la situation. La plupart des agriculteurs touchés n'ont pas ou plus d'assurance. La multiplication des aléas rend le coût élevé pour une indemnisation moindre. Et la grêle n'entre pas dans les catastrophes naturelles. 2 visites, 2 réunions. Le préfet de la Dordogne a écouté et transmettra. L'année dernière, on a passé un été avec une météo assez surprenante, beaucoup de pluie, beaucoup de températures basses et du coup beaucoup de difficultés à conduire les cultures d'été qui normalement ne sont pas du tout dans ces conditions-là de croissance. Là, cette année, on a pris des gels tardifs, on a pris des sécheresses, en tout cas une grande sécheresse au printemps avec un déficit hydrique vachement important. Donc nous, on a vachement anticipé l'irrigation, passé beaucoup de temps dessus. La semaine avant la grêle, c'était des températures complètement extrêmes où moi je me relevais la nuit pour arroser les courges, pour que justement tout le monde ait la quantité d'eau dont ils avaient besoin pour supporter des températures pareilles. Et puis le début de semaine suivante, tout le monde est réduit en bouillie par la grêle. Donc nous, c'est tout ce travail, ces semaines, ces mois de travail qui ont précédé l'événement climatique qui du coup sont aussi réduits en bouillie en même temps que les légumes sont détruits, quoi. Donc, allègement de taxes foncières, nous, j'ai plus la somme exacte en tête, mais c'est quelques centaines d'euros. Donc je pense qu'on a perdu, c'est dur à estimer, mais entre 20 000 et 30 000 euros de légumes. Alors dans cette somme-là, il y a peut-être une petite partie qu'on va réussir quand même à sauver parce qu'une partie des légumes vont se conserver ou vont être commercialisables. Ça, on a du mal à s'en rendre compte. Mais quelques centaines d'euros mis en face de quelques dizaines de milliers d'euros, il y a une balance qui est très déséquilibrée. Des reports de cotisation, en fait, ça ne change rien puisqu'on devra les payer plus tard. Donc en fait, c'est des charges qu'on devra assumer l'année prochaine. Mais l'année prochaine, on n'a pas un potentiel à faire 2 fois plus de bénéfices ou de chiffre d'affaires sur l'entreprise. Et en fait, c'est ça aussi notre problématique, c'est qu'on est une toute petite surface, vachement intensive, où en fait le chiffre d'affaires et on espère le bénéfice qu'on dégage sur un tout petit atelier en termes de surface, c'est pas du tout quelque chose qui est pris en compte par les pouvoirs publics. On va plutôt avoir des raisonnements et des calculs qui sont à la dizaine, voire des fois à la centaine d'hectares, là où nous, on a 1,5 hectare de maraîchage. Non, en fait, je suis pas assuré, et c'est pas parce que j'ai pas la volonté de m'assurer, j'étais pas assuré parce que mon assureur m'a dit que mes serres étaient pas assurables puisque ce sont des serres tunnels, donc c'est des installations considérées comme légères, comme on va dire fragiles par les assurances. Et de toute façon, à ma connaissance, il n'y a pas d'assurance qui existe pour les légumes. On est maraîcher diversifié, on fait 50, 60 légumes différents étalés sur l'année. Et en fait, de ce que je sais des assureurs, les dégâts qui sont pris en charge, c'est des dégâts sur des cultures qui sont contractualisées avec des industriels, avec des clients, quoi. Et nous, on est sur des cultures tellement diverses et des tellement petites surfaces de chaque culture que ne serait-ce que prendre le temps de faire l'estimation de chaque culture et de ce qu'on a perdu, c'est presque un travail à temps plein pendant une semaine ou deux, quoi.
Ouais, là du coup on est devant la parcelle de betterave qui devait me servir à commercialiser de la betterave tout l'été et le début de l'automne avant que les betteraves de conservation arrivent. Et là en fait sur ces betteraves là on va avoir beaucoup de casse parce qu'en fait on ne peut plus commercialiser ces betteraves là aux magasins spécialisés. Dans les magasins, les gens ils attendent des légumes qui soient parfaits. Ils attendent des légumes avec une peau bien lisse, bien brillante. Et ben là, voilà, on a des légumes qui ont pris des impacts, qui vont être complètement difformes, qui vont pas être attirants, on va dire, pour le client, pour le consommateur. Donc c'est des légumes qu'on peut éventuellement valoriser en transformation, qu'on peut valoriser un petit peu au panier de légumes parce que du coup on peut faire de la pédagogie auprès de nos clients. Mais même en transformation, là on a entre 400 et 600 kg de betteraves et pour faire une centaine, 120, 130 bocaux de 75 centilitres de soupe, il nous faut 70-80 kg de betteraves. Donc là on a beaucoup plus de betteraves que ce qu'on a comme débouché, même en produits transformés envisageables, quoi. Donc voilà, là il faut réfléchir à comment on va pouvoir vendre ça en essayant de communiquer sur le fait que bah oui, les légumes sont moins jolis, mais c'est pas du fait de notre travail, c'est du fait de la météo. C'est quelque chose qu'on maîtrise pas, quoi. Et bah du coup là on est sur les pommes de terre qu'on est censé servir tout l'automne, tout l'hiver, même éventuellement début de printemps, quoi, jusqu'au mois de mars en fait. C'est les pommes de terre qui vont dans les paniers toute la basse saison, qui du coup étaient à peu près à moitié de leur cycle, donc au moment où elles forment les pommes de terre, où la pomme de terre prend du volume. Et du coup on n'aura pas le rendement qu'on avait prévu, on n'aura pas le stock du coup de pommes de terre dont on a besoin pour l'hiver pour nos clients. Et malgré tout, il va falloir quand même sortir ces pommes de terre. J'ai essayé de t'en trouver. Même si elles sont trop petites, même si elles ne sont pas dans les calibres standards ou commercialisables, parce que si on les laisse en terre l'année prochaine, on se retrouve avec voilà, ces pommes de terre. Alors celle-là, elle n'est pas trop vilaine, mais on va se retrouver avec ces pommes de terre qui vont repousser. Et du coup, en fait, on ne veut pas que les pommes de terre repoussent, parce que l'année prochaine, ici, on a besoin de mettre d'autres productions. Ça peut être des fèves, ça peut être des carottes, ça peut être des petits pois. Donc il va falloir récolter des produits qu'on n'est pas sûr de pouvoir commercialiser, quoi. Voilà. Ouais, c'est parce que du coup, avec la grêle, avec la tempête, toutes nos clôtures électriques se sont fait la malle. On n'a pas eu le temps de tout remettre en place. Et donc on a une pression sanglier, hein, puisqu'on a les bois qui sont juste à côté. Et donc voilà, ils sont en train de venir chercher les pommes de terre, quoi. Bon, d'un côté, ça en fera moins à ramasser. Quand tu vois ce que ça a fait... Alors certes, le pied de tomate est toujours en place, quoi, mais là on est toujours sur le même truc, quoi. Qu'est-ce que ça dit des maladies? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, à côté c'est pareil. À côté, la tomate, elle a perdu sa tête. Donc bon, on a fait une bouillie bordelaise, on essaye de sauver les pieds. Moi d'habitude, les tomates, je les traite pas. Sous serre, j'ai pas besoin de mettre de bouillie bordelaise, elles sont à l'abri et tout. Et là, on se retrouve à faire des traitements, à faire des choses qu'on fait pas d'habitude. Ici, à péter les plaques à travers la bâche, quoi. C'était quelle taille ici? Près comme ça, balle de golf, quoi. Ouais, il y avait quelques grêlons qui étaient un peu plus gros que les balles de golf. Mais ça a été surtout, on le voit aux impacts sur les serres, ça a été assez long. C'est-à-dire qu'on a eu des gros grêlons, mais on les a vraiment eu sur une longue période. Moi, tout ce qui était stocké, un tout petit peu, tu vois, tous les plastiques un peu fragiles et tout qui étaient stockés à l'extérieur, il n'y a rien qui a résisté. Tous les porte-pots, il nous restait quelques pots de plants qu'on n'avait pas rangés après avoir planté, etc. Tout ça s'est réduit en bouillie. Voilà, les plaques speed, j'en ai perdu, je sais pas, une quarantaine, peut-être même plus. Non, j'en ai perdu plus. Parce qu'elles étaient restées dehors après une plantation et qu'on n'avait pas encore tout rapatrié. Et c'est haché menu, alors que c'est des plastiques hyper costauds, quoi. Eh ben, on a été extrêmement fragile puisque là on est en 5e année de production, c'est la 5e année où on produit. Jusqu'à maintenant on n'a jamais réussi à se verser de revenus. Aussi parce qu'on a fait le choix d'une ferme où on a investi pour avoir un outil de production qui nous permette de produire du légume en quantité et avec aussi un certain confort de travail, on va dire. Et en fait, c'était l'année où on avait le potentiel d'atteindre
notre objectif économique qui tourne aux alentours de 45 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires et qui est un objectif qui nous permet de commencer à envisager de terminer nos investissements et du coup de se verser un petit revenu, quoi. Donc nous on fait des paniers de légumes hebdomadaires et là on a entre 2 et 3 mois de distribution qui vont être compromises, en tout cas qui vont être très fortement bousculées parce que tous les légumes qu'on est censé récolter en ce moment, semaine après semaine, ils vont manquer parce qu'ils ont été détruits et ça va se prolonger jusque quasiment le mois de mars 2023 parce qu'il y a aussi beaucoup de légumes qu'on est censé récolter à l'automne et conserver tout l'hiver et du coup distribuer toute la période hivernale dans les paniers qui ne seront pas présents, donc les pommes de terre, les oignons, les courges, ce genre de choses, les échalotes, l'ail, des trucs qu'on est censé garder et qui soit vont mal se conserver, soit vont carrément s'abîmer au champ avant même qu'on puisse les récolter. Du coup, on est dans l'incertitude des conséquences, enfin on est dans l'incertitude, on sait qu'il y a des grosses conséquences sur les récoltes à venir. On a du mal à se rendre compte à quel point ça met en péril le reste des distributions de légumes, à quel point les légumes on va avoir du mal à les distribuer dans nos différents réseaux de commercialisation, donc à savoir un bon 2/3 de vente à la ferme, essentiellement en panier de légumes hebdomadaires, et puis un tiers qui peut partir soit dans les magasins spécialisés, soit dans les cantines. Et aujourd'hui, en fait, on a du mal à se rendre compte de quelle est la part de légumes qui se remettront pas de l'accident climatique, quelle est la part qui vont quand même être commercialisables moyennant plus d'explications auprès de nos clients sur le fait qu'ils sont moins jolis, qu'ils ont des impacts, qu'éventuellement il va falloir passer plus de temps pour les éplucher, pour les préparer. Et ce qu'on a du mal aussi à se rendre compte, c'est quel est l'impact par rapport à nos paniers de perdre beaucoup de diversité de produits. Parce que dans le panier, cet hiver, on n'aura certainement pas de pommes de terre, certainement peu d'oignons, certainement pas de courges. Et donc du coup, on va se retrouver avec des paniers qui vont tourner autour des poireaux, autour des verdures d'hiver. Et ça, ça a un impact aussi pour le consommateur, l'abonné, qui du coup se retrouve toutes les semaines avec le même légume dans ses paniers. Et ça, on a du mal à mesurer quel impact ça va avoir sur la satisfaction de nos clients. En ce moment, avec la négociation de la nouvelle assurance récolte, c'est vraiment le moment de réfléchir à une nouvelle loi, à renégocier la loi d'assurance récolte qui du coup va être mise en place en 2023. Elle n'est pas encore, les décrets d'application ne sont pas passés, donc c'est vraiment le bon moment pour se mobiliser sur ce sujet. Les députés doivent s'emparer de ce sujet. Il y a un gaspillage d'argent de la PAC qui est énorme. Il y a 100 millions d'euros de la PAC qui sont gaspillés pour seulement 20% des surfaces. Ça représente 65% du second pilier de la PAC, c'est énorme. Il faut vraiment rendre cette assurance beaucoup plus mutualiste. La logique actuelle, c'est vraiment aller vers l'assurance privée. L'assurance privée, son but, c'est de faire du bénéfice de toute façon. Donc on a tout intérêt à mutualiser tous ces risques qui nous tombent dessus. En plus, les assurances privées, elles excluent systématiquement toutes les productions atypiques, toutes les productions difficilement assurables. C'est aussi le bon moment, je pense, de réfléchir à quelle souveraineté alimentaire on veut. À la Confédération paysanne, c'est pas forcément la souveraineté alimentaire, ça peut être un gros mot, mais je pense que c'est intéressant de travailler là-dessus. C'est un terme qui est galvaudé maintenant, qui est vraiment utilisé à tout bout de champ, alors que au départ il avait vraiment une histoire forte de résilience locale, quoi. Donc c'est important de mettre l'accent là-dessus, quoi.